Bonjour à tous, je suis à la campagne. Il y a un peu de vent mais ça sent quand même bien les vacances. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de terrain et de jardin pour voir ce qu'on peut observer comme petite bestiole accompagnée de mon fidèle endoscope. C'est parti. Je viens de repérer un nid de guêpes. Je vais essayer de pas trop les embêter mais on va voir ce que ça donne. Je me suis donc doucement approchée du nid pour observer toute cette activité. J'ai eu le plaisir de découvrir ces petites guêpes polistes ou Polistes dominula. On les reconnaît facilement car contrairement aux guêpes communes qui ont les antennes noires, celles-ci ont les antennes jaunes et elles ont aussi de plus longues pattes arrière. Là, ces guêpes sociales sont en train de s'occuper des larves. Les petites opercules blanches que vous voyez sont des petits couvercles que tissent les larves au terme de leur croissance pour se transformer en nymphes, puis en insectes adultes après une mue imaginale qui viendra perforer l'opercule pour s'extraire de son alvéole et faire sa petite vie de guêpe en colonie. On observe aussi d'autres guêpes ouvrières en train de donner la béquée aux larves qui sont lovées au fond des alvéoles et qui n'ont pas encore fabriqué leurs opercules. Je ne suis pas restée trop longtemps à les déranger, d'autant plus que cette espèce est réputée pour sa piqûre douloureuse. Mais rassurez-vous, elles sont peu agressives et elles sont bien utiles car elles régulent les chenilles ou les mouches par exemple, et elles participent à la pollinisation en collectant le nectar sur les fleurs. Je décide de poursuivre ma balade vers quelques buissons en fleurs et j'observe vite des abeilles et des bourdons qui flânent dans les parages. J'ai le temps de filmer ce petit bourdon des champs ou Bombus pascorum en train de butiner. Et j'avoue qu'avec son petit corps tout fluffy, il était assez mignon. J'ai également croisé un joli myrtille ou Magnolia jurtina. En faisant des recherches, je constate que celui-ci semble être un mâle avec ses deux petits points noirs sur les ailes, en sachant que les femelles, elles, sont plus orangées. Et là, j'ai un coup au cœur. J'aperçois à toute vitesse un morosphinx ou Macroglossum stellatarum qui fend l'air comme un petit avion de chasse. Je crois que depuis toute petite, c'est un insecte qui me fascine énormément, ça me fait toujours un effet un peu fou quand j'en vois un. Pour tout dire, la première fois que j'ai vu un morosphinx dans la nature, je pensais que c'était un colibri. Je vous explique. En fait, la particularité de cet insecte de 5 cm d'envergure environ est d'utiliser un vol stationnaire pour butiner. Oui, stationnaire, comme les colibris. D'ailleurs, là, on oublie l'endoscope, j'ai pris mon téléphone pour tenter de capturer cette créature furtive au ralenti. Et ce qui est fou avec ce papillon, c'est que pour se nourrir, il se positionne d'une manière remarquablement précise face aux végétaux et manie alors à la perfection ses déplacements d'une fleur nectarifère à l'autre, utilisant sa trompe pour puiser son précieux repas. Le secret de son vol stationnaire réside notamment dans la vitesse du battement de ses ailes, atteignant 75 battements par seconde et donnant cet effet, comme les colibris, d'ailes invisibles lorsqu'il est en vol. Et quand je dis que c'est un bolide, lorsqu'il décide de changer de cap, il peut atteindre des vitesses de vol de 40 km/h. L'hiver, il réside dans des pays tempérés chauds, puis remonte vers des pays plus frais l'été. Attendez, je ne vous ai pas parlé du nombre impressionnant d'appellations et de surnoms qu'on donne à cet insecte incroyable. On en dénombre plus d'une trentaine. Sphinx colibri, oiseau-mouche, sphinx moineau, sphinx fou, macroglosse des galets, sphinx queue de canard. Allez, je laisse notre papillon fou s'envoler et je repars flâner dans la nature. Tiens, une coccinelle. Tout le monde adore les coccinelles. D'ailleurs, voilà encore un insecte au surnom bien connu de tous, la bête à bon Dieu. Allez, pardon, mais je vais encore m'égarer un peu. Au Moyen-Âge, on raconte qu'un artisan fut retrouvé mort dans son atelier. Ni une ni deux, on condamne à mort son apprenti, présent sur les lieux du crime. Le jour de l'exécution, le condamné clame son innocence. Mais au moment de trancher la tête du pauvre homme, une coccinelle vient se déposer délicatement sur le cou de celui-ci. Le bourreau chasse alors l'insecte, se remet en place, mais là encore, la coccinelle revient. Présent sur place, le roi Robert II, très pieux, y voit alors une intervention divine, prouvant l'innocence du jeune homme. Il est alors relâché, et quelques jours plus tard, le vrai coupable est démasqué. Depuis, la coccinelle incarne la chance et bénéficie de notre regard positif. Observons de plus près notre petite bête porte-bonheur. Elle a l'air bien dodue cette coccinelle, et ses motifs sont caractéristiques d'une coccinelle asiatique. Bingo! La coccinelle asiatique est moins appréciée que la bête à bon Dieu, qui a normalement 7 points. Coccinella septem punctata. La coccinelle asiatique, Harmonia axyridis, est originaire de Chine. Mais que fait-elle ici ? Eh bien, au début du XXe siècle, en Europe et aux États-Unis, on voyait en elle une grande alliée.
Étant aphidiphage, c'est-à-dire qu'elle se nourrit de pucerons, qu'elle est extrêmement vorace, bien plus que nos coccinelles autochtones, celle-ci a été utilisée pour la lutte biologique. Un réel espoir pour les horticulteurs ou même les particuliers qui en achètent alors pour garder leur jardin en bonne santé. Mais le scénario a vite dérapé. Les coccinelles asiatiques se sont très bien adaptées, ont pullulé et aujourd'hui elles sont accusées d'avoir décimé une partie des coccinelles autochtones et d'autres populations d'insectes. Mais aujourd'hui, les scientifiques incitent à ne pas éliminer ces petits insectes. Désormais bien implantés, c'est trop tard. Il faut vivre avec. Il faut désormais plutôt en tirer des leçons sur l'introduction d'espèces pour la lutte biologique qui peut parfois déraper. Quoi qu'il en soit, sous l'œil de mon endoscope, on contemple ces sublimes yeux à facettes. Et je n'en doute pas, celle-ci me portera bonheur un jour, j'en suis sûre. Vous voyez là, il y a un mur avec des lattes en bois et en fait j'ai vu qu'il y avait une petite araignée, donc je vous propose qu'on aille l'observer. On la voit pas du tout, mais en fait elle est juste ici, donc avec l'endoscope ça sera plus sympa. Voici une araignée très commune, Parasteatoda tepidarium. C'est l'une des espèces d'araignées les plus communes au monde. Toute recroquevillée, elle a l'air intimidée devant la caméra. Mais les multiples motifs de son abdomen ressortent et regardez bien, au milieu de ses pattes, on observe un étrange mouvement. Un peu comme des battements de cœur. Oui, vous avez bien entendu, des battements de cœur. Si les araignées sont bien souvent mal aimées, elles aussi ont un cœur qui bat à toute vitesse et pompe l'hémolymphe pour faire circuler dans leur corps ce liquide vital. J'étais un peu émue d'observer ça. C'est bête, mais on imagine mal qu'une araignée soit dotée d'un cœur qui bat. Souvent, on voit les araignées sous le filtre de nos peurs et idées reçues, alors qu'elles sont si fascinantes et précieuses. J'aime ce nouveau regard qu'impose l'endoscope. En nous plongeant dans des échelles qui nous rapprochent de ces organismes, on se sent tout à coup bien plus proche de toutes ces espèces. On a le temps de les contempler à leur juste valeur. Et vous savez quoi ? On devrait plus les apprécier, les araignées. L'observation est à mes yeux toujours source d'étonnement et d'émerveillement. Tout à coup, en voyant ce petit cœur battre, j'ai une vague d'empathie et d'attachement qui monte en moi. Et je me dis qu'en fait, c'est peut-être elle qui est surtout effrayée de me voir. Elle doit voir mon énorme endoscope l'éblouir et la déranger. Bon, je ne voudrais pas essouffler celle-ci avec mes bêtises, je la laisse donc roupiller tranquille dans sa petite caverne boisée. J'ai l'impression de galérer à faire la mise au point sur les bestioles qui vont à 100 000 à l'heure, donc en vrai c'est hyper dur de faire ces observations. Mais je ne désespère pas d'observer des choses. Là j'avais une petite araignée sauteuse, j'ai eu le temps de vite fait faire la mise au point et elle est partie. Mais je continue. Si vous aviez pensé que j'en avais fini avec les araignées, vous vous trompez. Car attendez-vous encore une fois à changer votre regard à leur égard. Après avoir laissé filer un tas de petites araignées sauteuses bien trop rapides pour mon endoscope, j'en croise une qui se prête au jeu de la caméra. Voici Everca arquata. Elle est de la famille des salticidés, les araignées sauteuses qui bondissent sur leur proie. Ces toutes petites araignées d'environ 5 à 7 mm prennent toute leur splendeur sous l'endoscope. Avouez, tout à coup, vous la trouvez particulièrement mignonne. Avec ses multiples yeux, on lui prêterait volontiers la capacité à être curieuse. Notre petite arachnide s'en va et je pars à la recherche d'autres bestioles à observer. Ça, c'est une oothèque. Et ça fait plusieurs mois que je guette un peu son éclosion. Oothèque ? C'est quoi ce mot encore ? Oothèque vient du grec ion, œuf et thèque, boîte. Littéralement, la boîte à œufs. Mais cette étrange masse accrochée est en fait une structure fabriquée par notamment la menthe religieuse et qui contient sa ponte. Généralement plusieurs centaines d'œufs, 200 à voire 300. Les juvéniles sortent plusieurs mois plus tard, au début de l'été, en groupe. Alors on était en train de parler de oothèque, de menthe religieuse et je viens de tomber par pur hasard sur une toute petite menthe religieuse trop mignonne. On va regarder ça. Et là j'ai vraiment beaucoup de chance. En regardant dans l'herbe, je tombe sur une petite menthe. Elle mesure environ 2 à 3 cm et honnêtement, après des mois à surveiller le oothèque, j'étais vraiment émue de tomber sur ce petit bébé. On note bien ces petites pattes repliées vers l'avant qu'on appelle des pattes ravisseuses, car en les projetant à grande allure, elle est capable d'attraper rapidement ses proies. La victime est prise au piège et se fait dévorer, coincée dans les rangées d'épines qui jonchent les pattes de la menthe. Peut-être est-ce une menthe religieuse. Religieuse, dites-vous ? En grec, mantis signifie prophétesse, devineresse. Sa posture bien droite et ses pattes recroquevillées vers l'avant lui confèrent facilement une allure presque humaine. Ses pattes jointes n'ont donc pas manqué d'évoquer la prière.
On la surnomme donc la bête qui prie Dieu, ou en provençal c'est la prégadiou, littéralement prie Dieu. On lui accordait d'ailleurs la croyance populaire de prédire d'un geste de patte le bon chemin à suivre. Je ne sais pas si elle m'indique le bon chemin, mais non loin d'elle, je tombe sur un deuxième juvénile. Elle se laisse approcher par ma caméra et je reste un moment à la contempler. Un vrai petit moment de bonheur, de calme. Un moment que je chéris, je la laisse s'en aller tranquillement. Peut-être qu'on se recroisera dans quelques temps et qu'elle sera adulte. Peu probable, mais j'aime bien me laisser rêvasser sur ces petites rencontres du dehors. J'aime laisser ma curiosité dans les herbes, les creux des murs, les buissons. En fait, j'ai l'impression que l'endoscope me redonne ce regard et cette échelle d'enfant que j'avais quand j'étais petite, m'offrant une nouvelle vision de cette vie qui grouille et s'affaire l'été. Bon, bah c'est super cool, je trouve qu'on a réussi à observer plein de petites bestioles très très chouettes. Je suis trop contente, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, mettez la cloche s'il vous plaît, et laissez-moi des commentaires mignons. Parce que j'aime ça, oui. Et bisous!